Ok. Bonjour Paul, Salut! comment vas-tu? Très bien, et vous? Eh ben, Ça va. super, très Très cool. bien. Il fait chaud. Ouais. Je sais pas quand ça va être diffusé, mais là il fait 28 degrés à Paris. Donc On n'a jamais de chance avec la météo. Bah ouais. Avec Là ta- vous avez tourné à l'extérieur pour un épisode, il faisait moins 15, et là vous êtes à l'intérieur, il fait 28. Donc Exactement. c'est. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Paul Taylor, je suis humoriste et je suis anglais et ça fait 9 ans que j'habite en France. Si on reprend un peu depuis le début, donc tu as arrêté ton travail chez Apple, Ouais. donc tu travailles à peu près 9 ans. Ouais, D'accord. c'était 9 ans. Ouais, je Ouais. travaillais 9 ans chez Apple. Ouais. Ouais, donc t'avais un métier hyper stable, où tu kiffais en fait, tout Ouais. simplement, et tu as décidé en fait d'arrêter du jour au lendemain Ouais. pour te consacrer au stand-up. Ouais. Donc en fait, tu es passé d'une situation qui était relativement stable à un truc genre hyper instable, tout ça. Ouais. Et du coup, en fait, comment ça s'est passé, genre, dans ta tête? Comment tu as eu le déclic? Comment tu t'es dit, genre, j'arrête ce frein et j'y vais, je fonce, etc. En même temps, le boulot que j'avais, c'était un boulot pas hyper stable dans le sens où à la fin, donc pendant 3 ans, je travaillais dans les magasins, dans les Apple Store en Angleterre, au Canada et en Australie. Et mon dernier pays où j'ai travaillé dans les magasins, c'était ici en France. Et comme je connaissais un peu la boîte, j'avais 3 ans d'expérience derrière moi. En fait, j'ai eu des promotions à l'intérieur de la boîte et je suis devenu formateur. Et comme je parle espagnol et anglais et français, on m'a envoyé un peu partout pour faire des formations pour les nouveaux employés. Donc en même temps, c'était un boulot stable dans le sens où chaque mois je gagnais le même montant et j'avais une sécurité en termes de travail, mais le rythme ou mon planning n'était pas stable, c'était pas tous les jours 9-5 où je prends le métro pour... en fait, sur 6 mois de l'année, j'étais à Paris chez moi et sur les autres 6 mois, j'étais un peu en voyage un peu partout. Donc c'était déjà un rythme un peu pas normal, entre guillemets, pour un travail. Et ensuite, je me suis dit, j'aime bien... en tant que formateur, j'étais déjà devant beaucoup de gens dans des salles pour animer des formations avec la présentation. Si tu vois les keynotes de Tim Cook, quand il y a un nouveau produit Apple qui sort, je faisais ça, mais plus petit, dans des salles d'hôtel. Et donc j'étais déjà devant des gens et je me rendais compte que moi j'aimais bien faire rire les gens dans ces réunions-là parce qu'il y avait des trucs, des fois des contenus pas très marrants. Genre les politiques et procédures de la boîte, tout le monde s'en fout, mais j'arrivais à rendre ça marrant. Et je me suis dit, je vais faire ça, je vais essayer de monter sur scène et essayer de faire rigoler des gens comme passe-temps, en fait. J'avais pas toujours en tête que j'allais faire ça, gagner ma vie là-dessus. Et au bout de 2 ans et demi, quand je voyais que ça fonctionnait assez bien, quand je faisais les deux en même temps, je voyais que ça fonctionnait bien. Je voyais qu'en France, la seule manière de prétendre de gagner sa vie en faisant ça, c'était de me dédier à 100%. Donc c'est là où j'ai quitté mon boulot, où j'ai appelé mon boss et puis je dis ouais, je démissionne. Et il a dit ok, je veux pas te freiner dans ce que tu as envie de faire, donc j'ai démissionné. Et tous les jours j'étais ici, j'étais dans d'autres scènes ouvertes à Paris en train de construire mon heure de spectacle que j'avais déjà un petit peu pendant les 2 ans et demi que je montais sur scène. Et donc j'ai continué à bosser. Et au bout de 6 mois, 8 mois, j'ai commencé mon spectacle. Et en parallèle, du coup, les vidéos, ce que tu as fait avec Canal+, et tout, ça s'est développé à côté, ou tu as eu une opportunité qui s'est créée Ça c'était vraiment un truc du jour au lendemain où donc je bossais mes blagues sur scène et il y a un sketch que je fais qui s'appelle La Bise que je faisais sur scène et avec un pote on a eu l'idée de filmer une vidéo de ce sketch là pour faire la promotion du spectacle en anglais. Ici au Paname il y a une scène en anglais qui s'appelle French Fried Comedy qui est tous les mardis. Et à un moment donné, on voulait faire une promo de cette soirée-là. Donc on a décidé de filmer, au lieu de me filmer moi sur scène en train de raconter mon sketch sur la bise, on a dit ce serait cool de faire un autre truc. Donc j'ai eu l'idée de faire un plan séquence en haut. On a filmé en haut le plan séquence qui dure 3 minutes 30 où je râle un peu sur la bise en France, comment c'est chiant pour moi en tant qu'anglais, je sais pas comment, combien, quel côté du visage et tout ça. Hi, my name's Paul. I live in France, and one of the things that annoys me the most about living here is la bise. On a lancé cette vidéo le 1er janvier 2016 et le 8 janvier, j'ai eu un rendez-vous chez Canal+ parce qu'ils m'ont contacté par Facebook pour dire ouais, on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu veux venir nous rencontrer dans les bureaux? Donc j'ai dit oui et ils m'ont dit très bien, on aime ce que tu fais, on aimerait bien travailler sur toi, un peu sur une mini-série sur le même concept que t'es anglais, un peu filmé de la même manière. Enfin, on essaie de faire pareil parce que ça avait eu. Toujours le même plan séquence, etc. Ouais, parce que ça avait eu 1 million de vues en une semaine, c'était ridicule. Ouais. Et
Et donc je crois qu'eux ils ont vu, il y a une formule qui fonctionne, on va mettre de l'argent derrière et puis on va créer un autre truc. Et donc c'était en janvier. Et de janvier à juillet, on a bossé sur le format, sur le nom, sur comment on allait filmer les trucs. On a tourné un pilote qui était moyen, mais au final on a décidé un style et c'est ce qui était devenu What the Fuck France, qui est sorti en septembre de 2016. Donc c'était 8-9 mois de travail avec Canal+. Et à partir de là, il y avait les vidéos toutes les semaines jusqu'à juin de l'année dernière, donc juin 2017. Et en parallèle, il y avait mon spectacle qui a commencé en janvier aussi de 2016. Donc je bossais le spectacle et Canal+ en même temps. Et une fois que les vidéos sortaient, ça a ajouté un peu j'avais la chance que mon spectacle était déjà assez complet parce que je crois que comme c'est un concept un peu original où je parle 2 langues dans le spectacle, ça attirait les gens, les Français qui disaient « Ah ouais, cool, il y a un truc dans les 2 langues, je vais voir ce que ça donne ». Et après, une fois que les vidéos sortaient, ça a donné une autre dimension. C'était exponentiel le nombre de gens qui venaient me voir après le succès des vidéos. Et toi, par exemple, le fait de faire un spectacle bilingue, ça a toujours été naturel ou tu t'es dit, oui, je vais en France faire un spectacle bilingue? Enfin non, tu étais déjà en France, mais... Ouais, j'étais déjà en France. C'était une idée que j'avais eue parce que j'ai un pote qui s'appelle Sébastien Marx, qui est un humoriste américain qui joue en français. Et lui, il fait un spectacle dans les 2 langues. Il fait un spectacle en anglais et un autre spectacle en français. À l'époque, il y a 4-5 ans, c'était quasiment le même spectacle. Et je me suis dit, je peux suivre le chemin que lui, il a créé. Il arrive à avoir un public un peu différent pour chaque spectacle. Mais c'était quand même, parce que moi, je faisais sa première partie. Et je voyais que le public était quasiment pareil pour les deux. Les gens qui venaient pour le spectacle qu'en anglais, c'était quand même à 80% des Français et 20% des expats. Et pareil dans l'autre sens, parce que les expats voulaient venir voir un Américain qui parlait français pour le spectacle en français. Donc je me suis dit, est-ce que je peux, au lieu de, entre guillemets, copier son chemin à lui, est-ce que je peux créer mon propre chemin et faire un truc bilingue, vu que même dans les plateaux anglais ici, il y a quasiment que des Français qui viennent. Donc je me suis dit, autant faire un truc moitié-moitié, et comme ça j'aurai l'autre moitié des Français qui ont un peu peur de venir pendant 1 heure voir un truc entièrement en anglais. Ils disent, au moins je comprends la moitié. Donc j'ai décidé de suivre, de créer mon propre chemin avec ça. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais non, ça va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas assez de Français qui parlent anglais. Et l'autre moitié qui me disait, non, c'est un concept assez original, ça va créer son propre public. Et donc la seule façon de tester si ça allait fonctionner, c'était de le faire. Donc je l'ai fait et puis heureusement, ça a bien fonctionné. Et comme tu parles espagnol, t'aimerais bien faire un spectacle genre Spanglish? Ouais, j'ai pensé de faire un truc Spanglish ou un truc comme ça. J'ai déjà joué, j'ai fait des scènes ouvertes pendant 10 minutes en espagnol tout au début quand j'ai commencé en 2013, parce que j'étais là-bas pour le boulot, donc j'ai tapé scène ouverte stand-up à Madrid et à Barcelone. Donc j'ai déjà joué en espagnol et ça fonctionne assez bien parce que encore une fois je suis l'étranger, donc j'ai une petite crédibilité en plus quand je me moque d'eux et tout ça. Donc j'y ai pensé. Après, il faudrait que j'habite un peu là-bas pour un peu vraiment comprendre Là, dans mon spectacle ici, il y a des choses que les étrangers ne comprennent pas s'ils n'ont pas vécu ici. Comme des trucs à la télé, des références culturelles que j'ai parce que j'habite ici. Donc il faudrait que je fasse la même chose et prendre un peu de temps en Espagne pour faire ça. Mais peut-être un jour. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te sens plus à l'aise dans une des 3 langues ou Ouais, en anglais, je me sens beaucoup plus à l'aise. En français, c'est en 2e. Avant, mon espagnol était mieux que mon français et maintenant, c'est complètement l'inverse parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué l'espagnol et j'ai pas été là-bas. Donc, en anglais, je me sens beaucoup plus à l'aise et ensuite en français et ensuite en espagnol. Parce que faire de l'humour dans une autre langue, déjà, parler une autre langue, c'était compliqué, mais faire de l'humour dans une autre langue en plus, on dit... Ouais. C'était ça mon challenge au début, c'était le fait que je parle trop bien français en fait pour un anglais. Et c'était ça qui me freinait dans ce que je faisais sur scène parce que quand personne me connaissait, c'était très difficile de monter sur scène et avec cet accent-là et me dire ouais je suis anglais et puis vous les Français vous êtes bizarres parce que ça et ça. Et le public, non, ça passait pas parce que pour eux, j'étais un Français qui se la racontait en fait, qui parlait bien anglais. Et à la fin des plateaux, les gens me disaient putain, mais tu parles vachement bien anglais pour un Français. En fait, c'est parce que je suis anglais, connard. Et du coup, les gens ils ne croyaient pas. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à penser à comment est-ce que je peux me présenter en 5 minutes en disant que je suis anglais et c'est légitime. Donc c'est là où j'ai commencé à prendre le faux accent pendant quelques minutes.
et monter sur scène et faire bonsoir, je m'appelle Paul, enchanté, ouais, enculé, ouais, comment ça va, j'habite ici, vous êtes tous des enculés en France. Et jouer sur l'accent et à la moitié de mes 5 minutes, faire bon, je vais arrêter de vous parler avec cet accent de merde. Oui, dans le CLD d'Acédique. Ouais, et bah, je l'ai fait dans plusieurs trucs filmés. Au Marrakech du Rire, j'ai fait ça et à Montreux cette année aussi. Parce que tant que les gens ne me connaissent pas tous, ça fonctionne. Après, si tout le monde en France me connaissait, là je peux monter et dire ouais salut, en fait j'ai pas besoin d'expliquer mon passé et dire je suis légitime déjà, mais et je continue à faire ça parce qu'il y a des fois où quand je joue ici, les gens qui viennent au Paname c'est souvent des jeunes, donc ils ont entendu parler de moi parce que voilà, les vidéos ont été partagées, mon spectacle était ouais, donc ils savent qui je suis, donc j'ai pas besoin de jouer le truc. J'explique quand même un peu pourquoi je parle pas français, je parle pas français avec un accent. Donc ouais, c'était un challenge assez intéressant. Je crois que c'est différent, par exemple, avec mon pote Sébastien, que lui, quand il parle français, il a un accent américain. Donc lui, tout de suite, il est légitime en disant... et lui, je trouve que lui, c'était plus difficile pour lui parce que lui, c'est vraiment faire rire dans une autre langue. Moi, c'était faire rire dans une autre langue que je parle bien, que je connais bien la culture, mais moi, mon problème, c'est que les gens, ils ne croient pas quand je dis que je suis anglais. Donc c'était un challenge un peu différent. Mais... c'est une longue réponse. Je sens le truc maintenant dans les soirées. Au début, pendant les premières 5 années en France, quand j'étais en soirée, j'arrivais pas vraiment à contribuer à ça, se parlait, ça blaguait entre tout le monde et j'avais pas encore la rapidité du langage pour contribuer à des blagues ou les références culturelles. Les gens ils faisaient des blagues sur des pubs ou des choses qu'on a vues dans les années 80 ou des années 90 que moi j'étais pas là. Donc je ne pouvais pas m'intégrer dans les conversations et maintenant je trouve que j'arrive plus à faire des blagues, pas que sur scène mais dans la vraie vie avec des Français. Donc ça c'est cool. Et aujourd'hui tu sens d'autres difficultés en tant que stand-upper un peu confirmé Ouais, dans le sens où comme le stand-up c'est un art qui n'existe pas vraiment en France pour l'instant, il y a une certaine attente sur ce que c'est. Quand on va aux États-Unis, si tu es Chris Rock ou un des grands stand-uppers qui est hyper connu, lui, quand il vient dans les clubs, on sait qu'il va tester de nouveaux trucs, on sait qu'il va potentiellement pas faire rire du tout, parce qu'il écrit de nouveaux trucs, il teste de nouveaux trucs. Moi, je sens un peu une pression du public que c'est le mec des vidéos, il a intérêt à être marrant, et si je suis pas marrant, ils sont déçus. Et donc, j'ai pas envie de décevoir les gens. Donc du coup, là je suis dans une période où j'ai arrêté mon spectacle à Paris, je fais un peu une tournée, mais j'ai capté mon spectacle pour ma dernière date à Paris et ça va être... en fait le spectacle, entre guillemets, il a fini d'évoluer. Donc je suis en train de me dire, je vais essayer de tester des nouvelles blagues, sauf que j'y arrive pas. Enfin, des fois où je monte sur scène pendant 10 minutes et c'est 10 minutes de nouvelles blagues et ça bide parce que déjà les blagues faut les tester genre au moins 50 fois pour qu'elles deviennent vraiment vraiment marrantes, donc il faut commencer quelque part, sauf que j'ai ce truc où quand je sors sur scène les gens ils applaudissent et je les vois chuchoter, c'est le mec qui a fait la bise, c'est le mec. Et donc j'ai pas envie d'avoir ce truc de les vidéos sont marrantes mais sur scène il est nul, et donc du coup là, c'est ce que en gros, maintenant, je commence avec du béton, entre guillemets. Je termine avec du béton et au milieu, je fais une ou deux blagues nouvelles. Et une fois que ces nouvelles blagues deviennent assez marrantes, après, je peux les mettre au début et à la fin. Donc maintenant, tu as limite besoin de te détacher de cette image de YouTube, de What the Fuck Friends et tout le reste, pour pouvoir évoluer de façon plus sereine au niveau du stand-up. Un peu, c'était un peu c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vlogs sur ma chaîne perso de YouTube, parce qu'on me disait, le youtubeur Paul Taylor, youtubeur. Sauf que moi, dans ma tête, j'y étais pas parce que je faisais une mini-série pour une chaîne télé qui était ensuite diffusée sur YouTube. Donc en fait, moi, les moyens que nous, on avait pour notre programme, c'était genre 20 000 € par épisode, et que les vrais youtubeurs, ils n'ont pas cet argent-là. Donc je me suis dit, je vais commencer des vlogs et assumer le fait que, en fait, je suis youtubeur. Plus que autre chose, parce que même quand je parle à ma caméra pendant 5 minutes sur rien du tout dans ma cuisine, il y a 5000 personnes qui vont regarder ça. Pour que 5000 personnes viennent te voir sur scène dans une salle comme ça où tu as 50 places,
bah c'est quoi? C'est 100 fois, il faut faire 100 spectacles, c'est ça? 100 fois 500, je suis nul en maths. Moi aussi. Ouais, c'est ça. 100 fois, ouais, il faut faire 100 spectacles pour que 5000 personnes apprécient ce que tu as fait. Lorsque là, en 5 minutes, tu t'enregistres un truc et tu as atteint le même public. Donc du coup, c'est pas que je voulais me détacher, c'est que je voulais plus assumer le fait que, ok, bah, je fais des trucs sur YouTube, je fais des trucs sur Instagram, mais je fais des trucs sur scène aussi. Et du coup, tu voulais aussi partager ton expérience et ta vie quotidienne de façon générale. Enfin, si tu as commencé des vlogs tous les jours, en fait. Un peu comme une sorte de souvenir ou... Ouais, l'idée du vlog au début, c'était les coulisses de ce métier, parce qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que ça veut vraiment dire être humoriste. On voit pas forcément le vrai travail qu'il y a en amont, en fait. Ouais. Ouais. Bah, si on est très marrant, et si ça fonctionne bien, on donne l'impression au public qu'on monte sur scène et on raconte un truc qu'on a inventé là, sur scène. Sauf que c'est pas ça le cas, c'est vraiment, les blagues sont bossées. Si les gens ils viennent ici au Paname, ils viennent pendant une semaine, les 6 spectacles tous les jours pendant une semaine, ils vont voir les mêmes blagues tout le temps, parce que c'est comme ça c'est comme jouer un instrument. Il faut pratiquer les mêmes mouvements 50 000 fois pour que ça sorte bien, sauf qu'avec les instruments de musique, on peut jouer et pratiquer à la maison sans public. Les blagues, on est obligé de les pratiquer devant des gens, donc du coup, des fois, on voit des gens qui sont pas marrants, mais c'est pas qu'ils sont pas marrants, c'est juste qu'ils testent des nouvelles blagues et c'est la première fois qu'ils racontent ça sur scène. Et quand on les revoit dans 2 ans, la même blague, on rigole de ouf, parce que c'est juste le temps de pratiquer tout ça. Donc ouais. Je ne me rappelle plus c'était quoi la question. Parce que... non, c'était du coup, oui, avec les vlogs, Ah oui, ouais, c'était ça. C'était pour montrer un peu les démarches. Là, quand j'ai commencé le vlog, j'étais au théâtre où je faisais mon spectacle 3 fois par semaine. Donc c'était intéressant pour moi. En tout cas, moi j'aurais aimé voir ça quand j'étais humoriste et quand je débutais, de voir les coulisses, de voir comment tout fonctionnait un peu. Parce que quand on est public, on voit juste ce qui se passe sur scène, on ne voit pas ce qui se passe en loge, on ne voit pas le travail que ça prend, on ne voit pas toutes les interviews qu'on doit faire comme ça, comme la presse écrite, la presse radio, toutes les interviews, le boulot qu'on fait. Parce que les gens, ils me disaient, ouais, alors ça va bien ta vie, tu travailles 3 heures par semaine, parce que je faisais mon spectacle 3 fois par semaine et j'étais tranquille. C'est si mal. Ouais, c'est pas faux dans le sens où le truc physique c'était 3 heures par semaine, mais mentalement c'est un peu sans arrêt. Donc je voulais montrer un peu l'envers du décor d'être humoriste. La question, quand je regardais tes What's Up Friends, je me disais, est-ce que toi tu l'as fait tu l'as fait avec Canal+, mais est-ce que tu l'as fait dans une démarche d'engagement un peu, ou vraiment juste pour présenter l'actualité sous un côté un peu humoristique, ou est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'humour engagé, tu penses? Pour moi personnellement, c'était juste, je voulais prendre l'actualité française et un peu me moquer de ce qui se passe. J'aime bien ce format un peu comme les late shows aux US où pendant 5 minutes ils font un monologue où ils se moquent de l'actu du jour. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Donc on a trouvé un mix entre What the Fuck France et la façon de tourner ça et l'actu. Je dirais pas que c'est forcément engagé parce que, encore une fois, moi je me sens pas légitime en France pour parler d'un truc social, parce que je suis pas français, donc oui, je pourrais avoir mon avis d'étranger sur les grèves, mais après ça va être comme je suis anglais, j'ai une autre opinion là-dessus, donc c'est pas mon rôle, je crois, de faire. En tant qu'humoriste, mon seul rôle c'est de faire rire les gens. Après, si j'arrive à faire rire des gens en donnant un message, cool, mais le premier but c'est de faire rire les gens. Après, c'est peut-être aussi un problème que je vois dans le stand-up en France, c'est qu'on voit les humoristes américains et anglais être hyper engagés et parler des choses et que ça fait rigoler, donc on a envie de copier ça et on fait ça, sauf qu'on a tous entre 25 et 35 ans et encore une fois oui, on est légitime par rapport aux gens de notre âge, mais la France, comme tous les pays occidentaux, c'est des pays avec plus de gens vieux que de gens jeunes, parce qu'on a de moins en moins. Donc du coup, pour moi, le stand-up, ça va jamais exploser en France si on continue de cette manière-là, parce que tous les humoristes connus en France, aux États-Unis, en Angleterre, il n'y en a pas un qui a moins de 45 ans. Et eux, ils ont une légitimité de vie de dire, ouais, j'ai vécu 45 ans dans ce pays, donc j'ai voté 5 fois aux élections, 10 fois dans les élections, donc je sais comment ça se passe, et j'ai une légitimité pour dire, ouais, en fait, je trouve que le système politique, c'est de la merde. Mais quand tu as quelqu'un qui a 24 ans, qui parle du système politique, si toi tu as 45 ans, tu dis ta gueule en fait, tu vas rien m'apprendre. Et donc je crois que c'est
un peu délicat de prétendre de faire de l'humour engagé quand on est jeune. À 31, même moi, moi, ce que je peux faire un truc engagé, c'est sur les langues. J'ai étudié les langues toute ma vie, je parle bien les langues, donc j'ai un truc à dire, je suis légitime dans ce domaine-là. Donc si quelqu'un me dit ouais, comment je peux apprendre le français, là j'ai des réponses et j'ai une légitimité à dire que oui, le niveau d'anglais en France il est nul et qu'il y a des manières de changer ça si on voulait. Mais de dire oui, pour moi, les gens ils devraient pas partir en grève parce qu'on travaille pas assez. Non, t'as pas vécu. Enfin, voilà, j'ai pas de légitimité. Et je trouve on essaye d'avoir cette légitimité et de faire ce style d'humour engagé qu'on voit aux États-Unis. Mais tous les gens qui font ça aux États-Unis, ils ont 45 ans. Et donc il y a un côté de ok, bah ouais, on écoute ce qu'il dit parce qu'il a vécu un peu. Il n'a pas juste vécu dans un village toute sa vie. Aux États-Unis, il a fait le tour du monde avec ses spectacles. Bref, ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est le piège de faire un humour engagé quand on n'a pas la légitimité de le faire.